Si vous suiviez la WWE entre 2006 et 2009, vous avez forcément été marqué par Umaga. C'était juste impossible de passer à côté de ce mec. Des capacités athlétiques folles malgré un physique imposant, un personnage terrifiant qui ne disait pas un mot mais qui détruisait tous les catcheurs qui se plaçaient sur sa route, un monstre de puissance qui semblait invincible et un catcheur à qui on promettait un avenir radieux, Umaga c'était juste un des catcheurs les plus impressionnants de l'époque. Et pourtant, malgré tout ça, aujourd'hui on se souvient surtout de Umaga pour ce qu'il aurait pu accomplir, puisque même si son histoire est passionnante et qu'elle commence d'ailleurs bien avant ses débuts avec ce personnage, elle se conclut malheureusement de manière tragique, et on va justement pouvoir la retracer aujourd'hui, puisqu'il est l'heure de revenir sur l'histoire du bulldozer samoan, Umaga. Comme je l'ai dit, l'histoire de Umaga, elle ne commence pas en 2006 quand il fait ses débuts avec Armando Estrada, mais en fait elle commence à peu près 5 ans plus tôt. À ce moment-là, on est en 2002 et à l'époque, Eric Bischoff est le general manager de Raw. Il est un petit peu en roue libre et il veut que tout le monde soit à ses ordres, et donc lors de l'épisode du 22 juillet, alors que Shawn Stasiak et D'Lo Brown lui demandent un match sur la carte, il accepte et leur laisse seulement 3 minutes pour le divertir. Par contre, Bischoff les prévient. Si dans le temps imparti, il n'a pas été diverti et qu'il n'y a pas de gagnant dans le match, il y aura de très lourdes conséquences pour les deux adversaires. Et donc c'est parti. Plus tard dans la soirée, D'Lo et Stasiak montent sur le ring et s'affrontent sous les yeux de Eric Bischoff, mais au bout de 2 minutes à peine, le manager général n'est toujours pas diverti. Le décompte arrive alors à 0 et Bischoff va pouvoir mettre ses menaces à exécution avec l'arrivée de 2 impressionnants catcheurs. Les 2 hommes entrent dans le ring et passent D'Lo et Stasiak à tabac avec notamment un immense Samoan Drop et 2 splashs avant de quitter le ring sans que personne ne connaisse leur identité. Et justement, pour la découvrir, il faut attendre la semaine suivante. Ce jour-là, Eric Bischoff laisse 3 minutes à Mae Young et Moolah pour présenter le livre de cette dernière, et puisqu'au bout du temps imparti, il n'a toujours pas été diverti, les 2 monstres de la semaine précédente font leur retour et s'en prennent aux 2 anciennes catcheuses. Les 2 femmes sont écrasées dans le coin et détruites par un violent splash sous les rires d'Eric Bischoff, qui va finir par révéler leur identité, Jamal et Rosie. Vous l'aurez compris, Jamal c'est nul autre que Umaga, et à partir de là, les 2 hommes vont se présenter sous le nom de 3 Minutes Warning, puisque comme leur nom l'indique, ils se contenteront de débarquer quasiment chaque semaine pour interrompre des segments jugés pas assez divertissants par Eric Bischoff. La semaine suivante, ils s'en prennent à Lilian Garcia, l'annonceuse de Raw, qui selon Bischoff était restée trop longtemps dans le ring à s'embrouiller avec Howard Finkel, l'ancien annonceur de l'entreprise. Ils reviennent pour attaquer une version miniature de Goldust et ils s'en prennent au Big Show qui s'apprêtait à écraser Rob Van Dam avec des escaliers. Et en gros, pendant des semaines, ils sont utilisés comme les bras armés de Eric Bischoff et ne combattent jamais dans de vrais matchs. Et pourtant, même s'ils n'ont pas encore vraiment combattu, personnellement ça m'a direct convaincu. J'avais seulement entendu parler de 3 Minutes Warning et je les connaissais de nom mais j'avais jamais vu leur début réel et franchement j'ai été complètement conquis quand j'ai vu ces images. Alors je suivais pas la WWE à cette époque-là, mais si ça avait été le cas, je suis sûr que c'est une idée que j'aurais adorée parce que rien qu'en revoyant ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça trop bien. Le fait d'avoir une menace permanente sur les catcheurs ou les employés s'ils ne sont pas assez divertissants, c'est très bien pensé, et si déjà Eric Bischoff en tant que general manager il me régale, l'association avec ces 2 buffles elle est juste excellente. Semaine après semaine, les 2 Samoans vont donc continuer à s'en prendre à diverses personnalités du catch, notamment les lesbiennes, voilà, encore un truc de très bon goût, merci Vince McMahon. Et enfin, lors de l'épisode du 16 septembre, après avoir attaqué Billy et Chuck pendant leur mariage, ils tentent un nouvel assaut, mais sont cette fois-ci repoussés et pour la première fois mis en difficulté. Du coup, pour venger cet affront et pour régler sa rivalité avec Billy et Chuck, Eric Bischoff organise un match entre les 3 Minutes Warning et ses rivaux lors de Unforgiven avec une stipulation très particulière. En cas de victoire de Billy et Chuck, Eric Bischoff embrassera leurs fesses. Ne regardez pas comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Et en cas de défaite, Stephanie McMahon, la principale rivale de Eric Bischoff, devra, je cite, pratiquer de l'action lesbienne chaude. Voilà, donc pour rappel, le président de la WWE à l'époque, c'est quand même le père de Stephanie McMahon. Donc si vous connaissez pas le personnage, je pense que vous comprenez à qui on a affaire. Mais bon, même si cette histoire est absolument lunaire, elle va quand même permettre les débuts dans le ring de Jamal et Rosie, et donc on peut arriver à Unforgiven 2002. Accompagnés au ring par l'ancien associé de leurs adversaires, les 3 Minutes Warning font leur entrée, et les fans vont donc enfin pouvoir les découvrir en action. Immédiatement, les 2 font parler leur puissance, et ils vont profiter des interventions de Rico pour garder le dessus, avec Rosie qui va dominer Chuck pendant de longues minutes dans le ring. Jamal finit quand même par rentrer lui aussi pour montrer de quoi il est capable, et on voit clairement qu'il est très athlétique et puissant, ce qui honnêtement rend le match très cool à suivre. Alors, c'est vrai que c'est pas les débuts du siècle, surtout si on compare à ce qu'il fera avec le personnage de Umaga, mais ça reste quand même plutôt cool, et évidemment, malgré le petit retour de leurs adversaires avec l'entrée de Billy, Jamal et Rosie réussissent à reprendre le dessus, et ils viennent à bout de leurs adversaires dans leur premier match télévisé. Après ça, les 2 vont revenir une semaine plus tard pour venir à bout de Booker T et Goldust et encore exposer leur talent, mais malheureusement, leur montée va très vite être stoppée. Trop lié à Eric Bischoff et à son côté goofy, les 3 Minutes Warning n'arrivent pas à s'imposer et ils perdent un match handicap contre le Big Show dans lequel c'est même Jamal qui va prendre le tombé, ce qui va malheureusement pouvoir entamer leur chute.
Après ça, ils reviennent un petit peu avec des victoires contre Bubba Ray Dudley et divers partenaires, mais ils perdent l'affrontement le plus important lors de Survivor Series aux côtés de Rico, et ils vont finir par enchaîner les défaites durant toute la fin de l'année avant de revenir du côté de Heat, un show nettement moins important, avec quelques matchs à Raw jusqu'en mai 2003. En fait, à ce moment-là, on comprend que l'équipe n'ira jamais bien loin, et franchement, c'est extrêmement dommage, parce que s'ils s'étaient très vite éloignés de Bischoff, ils auraient vraiment pu être une figure importante de la division par équipe. Mais bon, malheureusement, au mois de juin, après avoir eu un comportement dangereux à plusieurs reprises, Jamal est licencié de la WWE, et l'équipe 3 Minutes Warning prend donc fin. Malgré tout, à ce moment-là, l'entreprise sait quand même que le catcheur a un immense potentiel, et d'ailleurs Jim Ross, qui sera en charge d'annoncer la mauvaise nouvelle à Jamal, le lui fait bien comprendre en lui disant que s'il apprend à se contrôler, il pourra clairement avoir un avenir radieux au sein de l'entreprise, au vu de son immense talent. Jamal prend alors ses conseils à la lettre et il rejoint 3 mois plus tard la TNA sous le nom de Ekmo Fatou, se lançant dans une petite série de victoires aux côtés de Sonny Siaki, qui fun fact a aussi été en équipe avec Eric Escobar à la WWE en 2007, voilà c'est gratuit. Mais malheureusement, son run à la TNA ne sera pas non plus un grand succès, et après avoir passé une bonne partie de l'année 2004 au Japon sous le nom de Jamal, il revient pour un dernier match à la TNA au mois d'août, perdant contre Alex Shelley avant de définitivement quitter l'entreprise. Du coup, après cette nouvelle déception, il décide de rester un moment à la SJPW, combattant régulièrement au Japon dans des matchs par équipe aux côtés de Taiyo Kea, et remportant les titres par équipe début 2005 avant d'avoir quelques matchs en solo, puis de quitter l'entreprise au mois de décembre. Et donc, vous l'aurez compris, avec tout ça, on arrive très vite début 2006 pour parler enfin du personnage de Umaga. Parce que oui, même si je sais que beaucoup s'intéressent beaucoup plus à cette histoire qu'au passé du catcheur, j'ai quand même trouvé ça intéressant de revenir sur ses débuts, parce que ça montre bien que la WWE avait vu son immense potentiel très tôt. Et finalement, son côté violent et incontrôlable qui lui avait valu d'être licencié en 2003, il va être réutilisé pour en faire son personnage le plus populaire. Et d'ailleurs, justement, ce personnage, il a en fait été créé en très peu de temps. Alors, je vais pas tout de suite vous donner les raisons de sa création, parce qu'on va y revenir et c'est très important, mais on a appris très récemment grâce à un des auteurs de la WWE que Umaga avait en fait été créé en l'espace de 3 jours. Alors que Vince McMahon, le président de la WWE, demande à ce que des monstres soient créés, pour une raison sur laquelle on reviendra, Kurt Bauer, un auteur de l'entreprise, contacte le catcheur samoan qui a récemment re-signé avec la WWE et lui présente l'idée d'un personnage violent inspiré des Wild Samoans. D'entrée de jeu, il a toutes les idées, les peintures faciales, le côté violent et terrifiant et même le nom de Umaga, et donc 3 jours plus tard, au lendemain de WrestleMania 22, il est temps pour le bulldozer samoan de faire ses débuts. Ce soir-là, alors que Ric Flair est dans le ring pour parler de sa défaite sur la plus grande scène du monde, il est interrompu par un homme vêtu d'un chapeau et de lunettes de soleil qui se présente sous le nom de Armando Alejandro Estrada. Cet étrange personnage annonce à Ric Flair que son temps est passé et qu'il est l'heure d'accueillir un nouveau héros, mais avant qu'il ne puisse prononcer son nom, il est interrompu par le Nature Boy. Les deux vont alors échanger pendant plusieurs minutes, durant lesquelles Estrada se présente comme un homme d'affaires qui aime l'argent, et durant lesquelles il tente tant bien que mal d'introduire l'homme qui à ses yeux va changer le paysage de la WWE pour de bon. Ric Flair finit par annoncer qu'il est prêt à accueillir l'homme dont Estrada parle depuis 2 minutes, et le businessman peut alors enfin annoncer son nom, Umaga. Le monstre de puissance fait son entrée avec ses peintures faciales et son gabarit terrifiant, et il vient dans le ring pour s'en prendre aux 16 fois champion du monde, le détruisant facilement et le couchant avec un genre de Samoan Drop inversé, avant de célébrer au-dessus du corps inerte de la légende du catch. Ça y est, avec ce grand moment, Umaga vient de faire officiellement ses débuts à la WWE, et tout indique que son avenir va être grandiose. La semaine suivante, le monstre revient à Raw pour avoir son premier match sous le nom de Umaga, et il va donc détruire un certain Chris Guy en moins de 2 minutes, en utilisant son pouce pour lui faire perdre connaissance, et pour continuer de montrer sa puissance. Mais voilà, le projet Umaga, c'est pas juste avoir un catcheur puissant qui détruit des catcheurs random chaque semaine jusqu'à ce qu'on décide de lui donner quelque chose. Non, au moment même où il est créé, on sait déjà dans quelle direction il va. Et donc, dès la semaine suivante, Estrada va demander à Vince McMahon d'organiser un match entre son poulain et la légende Shawn Michaels. Évidemment, il obtient directement ce qu'il demande, puisque Vince est en rivalité avec Shawn, et Umaga peut donc débarquer au ring pour avoir enfin son premier vrai défi dans l'entreprise. Rapidement, le monstre arrive à prendre le contrôle du match et il s'acharne sur Michaels pendant de nombreuses minutes, l'écrasant sur la table des commentateurs et lui faisant subir de nombreuses prises dans le ring, et malgré son immense carrière, le Heartbreak Kid ne trouve aucune solution. A chaque fois qu'il revient, son adversaire trouve un contre, ou bien il reçoit l'aide de Vince McMahon et Estrada pour reprendre le dessus, et finalement, le Samoan sera tellement hors de contrôle que l'arbitre sera contraint de le disqualifier. Alors, c'est sûr que ce match marque la première défaite officielle de Umaga, mais pour moi, c'est absolument pas dérangeant. Son personnage, c'est littéralement ça. Le fait qu'il soit catcheur, c'est presque accessoire, donc les disqualifications, il s'en fiche. Umaga, il est là pour blesser, pour faire mal et pour détruire ses adversaires. Donc forcément, dans un combat, il va pas écouter l'arbitre, et ça cause une disqualification.
En plus, après le match, Umaga ressort clairement dominant puisqu'il couche Michaels avec son Samoan Spike avant de quitter le ring, et la semaine suivante, il vient une fois de plus à bout d'un catcheur local en le détruisant très facilement. En plus, pour continuer de le mettre en avant, juste après cette victoire, Umaga est attaqué par Ric Flair, ce qui va permettre d'officialiser son premier match en pay-per-view dès la semaine suivante, lors de Backlash. Umaga peut donc faire son entrée pour la première fois en pay-per-view avec ce nouveau personnage, et au terme d'un match violent de seulement 3 minutes, Umaga fait encore parler sa force et vient à bout d'un des plus grands noms de la WWE grâce à son Samoan Spike. Mine de rien, ce moment est ultra important pour le nouveau venu parce qu'on parle quand même d'une victoire décisive sur un ancien champion du monde en pay-per-view, et donc il va pouvoir se lancer dans une série de victoire après ce combat. Semaine après semaine, Umaga débarque pour détruire des catcheurs inconnus mais aussi d'anciens noms établis comme Viscera ou Jim Duggan, et comme à son habitude, le Samoan Bulldozer vient très facilement à bout de tous ceux qui se retrouvent sur sa route, battant notamment Eugene lors de Vengeance et Kamala un jour plus tard. Alors, c'est sûr que dit comme ça peut paraître très peu impressionnant parce qu'on parle pas du tout de catcheurs qui sont au sommet de la WWE, même bien au contraire, mais si vous pensez qu'après ça Umaga va s'arrêter là, vous êtes très loin du compte. Lors du Raw du 17 juillet 2006, alors qu'il a battu tous ceux qui se tenaient sur sa route, Umaga s'avance au ring pour se confronter à John Cena et l'affronter dans un match en 1 contre 1. D'abord, les deux hommes partent à la lutte sans arbitre et Cena finit envoyé dans le tableau de Matt Striker, mais rapidement, un officiel débarque et le match peut commencer. Umaga a face à lui l'ancien champion de la WWE, un homme qui a tout réussi depuis de nombreuses années et l'un des visages de l'entreprise, et pourtant il ne va en faire qu'une bouchée. Le champ est très vite mis en difficulté par les puissants coups du Samoan Bulldozer, et même s'il tente de revenir sous l'ovation des fans, il se fait systématiquement reprendre et Umaga réussit même à se dégager des prises les plus puissantes de John Cena. Finalement, après seulement 5 minutes d'affrontement, son plus long match depuis ses débuts, Umaga profite d'une distraction de Edge alors qu'il venait de subir le 5 Knuckle Shuffle de son adversaire pour coucher Cena avec son Samoan Spike et remporter un match extrêmement important. Et là, c'était acté. Umaga avait fait une percée folle à la WWE, il avait battu un des plus grands noms du roster, et donc son avenir était quasiment garanti. Mais il n'était pas pour autant question de se reposer. Le Samoan Bulldozer revient dès la semaine suivante et vient cette fois-ci à bout de Shawn Michaels, il revient lors du premier Raw du mois d'août pour battre Triple H, et après avoir vaincu les plus grands noms de l'entreprise, il se lance dans sa première vraie rivalité face à Kane. Après avoir été attaqué par celui-ci à SummerSlam alors qu'il avait été recruté par les McMahon pour être leur agent de sécurité, Umaga fait face au Big Red Monster lors de Unforgiven dans un match qui se conclura par double décompte à l'extérieur, puisque les deux hommes seront incontrôlables et partiront se battre dans la foule. Alors, c'est sûr qu'avec ça, Umaga paraît un peu moins dominant parce qu'il ne gagne pas officiellement le match et qu'il est même contraint de fuir son adversaire, mais heureusement, il prend sa revanche quelques semaines plus tard puisqu'il vient à bout de son rival dans un match condamnant le perdant à quitter Raw, et il le bat une dernière fois lors de Cyber Sunday pour définitivement conclure cette rivalité. Toujours confiant et invaincu, Umaga continue à apparaître régulièrement à Raw en venant à bout de divers catcheurs comme Sabu, et même s'il perd par disqualification son match contre John Cena, il n'a toujours pas été couvert dans le moindre combat. D'ailleurs, la WWE va trouver un moyen ingénieux de le protéger en l'excluant du match Survivor Series pour donner la défaite à son équipe sans qu'il ne soit couvert, et là où tout se lance pour de bon pour Umaga, c'est lors du Raw du 27 novembre. Ce jour-là, Armando Estrada annonce que son poulain est prêt pour un match de championnat puisqu'il est toujours invaincu, et il prévient donc John Cena que son prochain challenger est nul autre que Umaga. Évidemment, le champion, qui est toujours très combatif et soutenu par les fans, arrive directement pour accepter le défi lancé par le bulldozer samoan, et dès la semaine suivante, les deux rivaux vont enfin pouvoir partir à la lutte. Juste après sa victoire contre Chris Masters, John Cena est attaqué par Umaga, et les deux hommes en viennent aux mains pour teaser leur grand affrontement prévu pour New Year's Revolution. Bon, entre temps, il se passe évidemment plein de choses, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà dédié une vidéo entière à cette rivalité, donc vous pouvez aller la voir, le lien est dans la description, et nous, on va directement pouvoir passer au match de pay-per-view. Et oui, avec tout ça, Umaga est clairement un adversaire crédible pour John Cena et beaucoup pensent qu'il va pouvoir venir à bout d'un des plus grands champions de tous les temps, mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Certes, Umaga reste très dominant pendant le match et il semble largement à la hauteur de son adversaire, mais finalement, après environ 15 minutes de match dans lequel il a beaucoup subi, Cena surprend Umaga avec un roll-up et remporte le combat pour conserver son titre et donner au bulldozer samoan sa première vraie défaite à la WWE. Et donc avec ça, on peut choisir deux camps. Soit on peut être extrêmement déçu que la WWE ait fait perdre Umaga dès son premier grand match, soit on peut imaginer que cette rivalité va continuer et que l'objectif est de donner au bulldozer samoan une bien plus grande victoire dans un match à stipulation. Parce que oui, vous l'imaginez bien, cette histoire elle est pas terminée. John Cena et Umaga continuent leur rivalité et le Samoan Bulldozer obtient donc une revanche lors du Royal Rumble dans un Last Man Standing. Et là pour le coup, il n'y aura plus aucun doute sur le vainqueur. Cena ne pourra pas gagner en surprenant son adversaire avec un roll-up, étant donné que le seul moyen de remporter un tel match, c'est de mettre son adversaire KO pour le compte de 10 de l'arbitre.
Et donc oui, je vous vois venir et je suis parfaitement d'accord avec vous, ça aurait été incroyable que Umaga détruise John Cena et le mette KO pour qu'il ne puisse pas se relever, ce qui aurait donné au bulldozer samoan un titre de la WWE très peu de temps après ses débuts et ça aurait été un immense moment pour sa carrière. Mais le problème c'est que penser à ça, c'est ignorer complètement la raison pour laquelle Umaga a été créé à la base. Et oui, je vous en ai parlé au tout début de son personnage, on va pouvoir y arriver, la raison pour laquelle Umaga a été créé, elle est ce soir devant nos yeux. Lors du Royal Rumble, au terme d'un match violent et très cool, Umaga finit coincé dans le STFU de John Cena qui utilise les cordes pour étrangler son challenger, et le Samoan Bulldozer est donc compté au sol 10 secondes pour perdre le match et la rivalité. Avec ce moment, l'objectif venait officiellement d'être atteint. La raison pour laquelle Vince McMahon voulait en fait créer un tel monstre, elle était très simple. John Cena était un champion très puissant à l'époque qui avait, je cite, besoin de monstres méchants à lui donner pour qu'il les batte. Et oui, c'est un peu triste, mais la raison principale de la création du personnage de Umaga, c'est ça. Le champion de la WWE avait juste besoin de catcheurs impressionnants à battre dans la saison post-WrestleMania 22, et c'est donc pour ça qu'au lendemain du show, Vince McMahon a décidé de faire débuter le Samoan Bulldozer. Du coup, tous ses débuts, ses victoires dominantes contre des catcheurs inconnus puis contre des grands noms, sa puissance et son côté dangereux, tout ça était mis en avant uniquement pour profiter à John Cena. Alors attention, je comprends totalement, franchement j'ai aucun problème avec le fait de créer des catcheurs puissants pour crédibiliser un champion, et par exemple ça avait été très bien fait avec le Great Khali. Mais là où pour moi ça me pose beaucoup plus de problèmes qu'avec le Great Khali, c'est qu'avec Umaga il y avait un vrai potentiel que la WWE a un petit peu gâché avec cette histoire. Objectivement, Umaga, il aurait pu faire de très grandes choses très rapidement, et je pense pas que le donner en pâture à John Cena c'était la meilleure solution, et d'ailleurs le reste de sa carrière va le montrer, parce que heureusement après ça il va continuer à catcher. Et oui, cette victoire elle renvoie évidemment pas le Samoan Bulldozer dans l'oubli, bien au contraire, puisque dès le lendemain il vient à bout de Val Venis, et 2 semaines plus tard il affronte et bat Jeff Hardy pour devenir pour la première fois de sa carrière champion intercontinental. Avec ça, la WWE essaye un petit peu de faire oublier la défaite de Umaga contre Cena et lui donne un titre qu'il mérite amplement, et qui en plus lui permet de commencer à se créer un palmarès. À côté de ça, il est utilisé dans la rivalité entre Vince McMahon et Donald Trump, et c'est d'ailleurs ça qui lui vaut ce match contre Jeff Hardy, et c'est donc lui qui va débarquer à WrestleMania 23 pour représenter le président de la WWE dans la bataille des milliardaires. Mais bon, malheureusement, là encore, alors que la WWE aurait pu choisir n'importe qui, il faut que ce soit un gars avec du potentiel comme Umaga qui se retrouve à cette position de second plan d'une histoire qui franchement est pas incroyable non plus. Et en plus, après avoir perdu son manager, Umaga subit sa deuxième défaite cette fois-ci sur la plus grande scène du monde, aux mains de Bobby Lashley. Après ça va être un petit peu la descente aux enfers pour Umaga, puisqu'il continue sa rivalité avec Lashley qui vient lui coûter son titre intercontinental dans un match contre Santino Marella lors des débuts de ce dernier, et il reste alors pendant plusieurs semaines le simple bras armé de Vince McMahon dans sa lutte pour le titre CW. Heureusement, tout ça finit par prendre fin lors de Judgment Day avec une nouvelle défaite dans un match handicap aux côtés de Vince et Shane, et Umaga peut alors enfin s'éloigner du président pour se relancer à la poursuite du titre intercontinental. À ce moment-là, on voyait enfin Umaga revenir dans des choses plus intéressantes et sérieuses, puisque même s'il perd son match contre Santino lors de Vengeance par disqualification, il récupère le titre dès la semaine suivante lors de Raw, et peut alors reprendre son règne de champion intercontinental. Grâce à ça, Umaga peut se relancer en rivalité contre Jeff Hardy, et il vient même à bout de celui-ci lors du Great American Bash, dans un match que j'ai franchement beaucoup aimé, comme d'ailleurs tous les affrontements entre les deux, et il continue alors son été en affrontant divers catcheurs comme Santino Marella et John Cena, ce qui le pousse, à ma grande surprise, à devenir face. Parce que oui, face en gros, pour ceux qui savent pas, ça veut dire apprécié du public et donc gentil, ce qui, vous l'avez vu, correspond pas trop avec le comportement de Umaga. Mais bon, de toute façon, c'est pas de très longue durée, puisqu'après avoir conservé son titre lors de SummerSlam, il s'en prend violemment à Jeff Hardy pour de nouveau repartir du côté des méchants. Avec ça, on pourrait alors imaginer que Umaga était reparti sur une lancée incroyable, mais malheureusement, à ce moment-là, on est en août 2007, et vous le savez peut-être, à cette époque, un immense scandale éclate à la WWE, un scandale qui va faire trembler l'entreprise et l'industrie en général, puisque la police découvre qu'une entreprise pharmaceutique fournit des produits illicites à divers catcheurs de la WWE. Parmi les noms liés à ce scandale et donc suspendus, on en retrouve énormément, mais malheureusement, le 27 août, on y retrouve surtout un certain Umaga, qui s'est procuré des hormones de croissance illégalement jusqu'en fin d'année 2006. Cette nouvelle, elle tombe peut-être au pire moment pour lui, puisque le catcheur se retrouve suspendu en plein milieu de son règne de champion, ce qui lui vaut donc de perdre la ceinture dès l'Euro suivant, au profit de Jeff Hardy. Pour justifier son départ des écrans, il revient dans le ring plus tard dans la soirée pour affronter Triple H dans un match handicap, et il reçoit ce soir-là un violent coup de sledgehammer, ce qui l'écarte des rings pendant 30 jours, le temps de purger sa peine de suspension. Malheureusement, à son retour, Umaga est loin de revenir au sommet, il continue sa rivalité avec Triple H et se retrouve à l'affronter lors de No Mercy, ce fameux show dans lequel The Game combattra 3 fois. Et malheureusement, même s'il a ce soir l'occasion de récupérer le titre de la WWE, Umaga perd le combat et redevient alors un catcheur lambda dans l'entreprise.
Parce que oui, même si perdre des matchs en soi c'est pas forcément un problème, il faut quand même reconnaître qu'à ce moment-là, Umaga a plus vraiment la même aura qu'à ses débuts. Il est beaucoup moins vu comme une menace indestructible, et pour être honnête, à l'époque, peu de gens le voient comme un futur champion du monde malgré tout son talent. Il continue quand même sa rivalité avec Triple H et il doit l'affronter à nouveau lors de Cyber Sunday dans un match dont la stipulation sera choisie par le public, et il retournera alors un petit peu dans son personnage de 2006 en battant à 3 reprises un catcheur local dans les 3 stipulations disponibles pour le pay-per-view. Bon, évidemment, battre Andy Simmons, c'est pas la même chose que battre Triple H, et donc lors de Cyber Sunday, Umaga perd le Street Fight contre The Game, et il finit par perdre la rivalité pour de bon lors de Survivor Series, puisque son équipe est vaincue par celle de Triple H. A partir de là, malheureusement, Umaga ne va plus réellement avoir de rivalité, il va errer dans des matchs peu importants qu'il perd régulièrement, et même s'il a un très bon match en cage contre Jeff Hardy début 2008 et qu'il se qualifie pour le Royal Rumble, il reste encore bien loin de celui qu'il était dans sa rivalité contre John Cena. L'année 2008 va alors commencer très doucement pour le Samoan Bulldozer avec un match contre la DX aux côtés de Snitsky, c'est vous dire ce qu'on faisait de Umaga à l'époque, et même s'il se relance en intégrant l'Elimination Chamber dans lequel il fait une très bonne impression, il ne réussit pas à remporter le match et ne peut donc pas défier le champion de la WWE lors de WrestleMania. À la place de ça, il va encore enchaîner les victoires contre des catcheurs que la WWE ne veut plus mettre en avant pour essayer de le recrédibiliser, ce qui en vrai pour moi ne marche pas, ça fait trop longtemps qu'il a fait ses débuts. Mais en fait, tout ça servait simplement à préparer son prochain combat à WrestleMania 24, qui là encore est pour moi plutôt décevant. Et oui, c'est dommage, mais malheureusement on est obligé de le reconnaître, Umaga n'a jamais rien fait de marquant à WrestleMania. Ok, le match contre Lashley l'année passée était important au sens où il était plus mainstream que les autres au vu des enjeux, mais déjà c'est pas non plus glorieux dans une carrière, et en plus, il le perd. Et là, cette année, il se retrouve juste dans un match SmackDown contre Raw face à Batista, ce qui est très décevant pour les deux, parce que la WWE aurait clairement pu créer une grande rivalité, et en plus, encore une fois, il perd le combat. Bon, là on comprend que malheureusement il n'y a plus grand chose à faire pour sauver la carrière de Umaga, il revient une semaine plus tard pour battre Val Venis avant de se lancer dans une série de défaites en 1 contre 1, qui finit tout de même par le mener à One Night Stand 2008, où il affronte Jeff Hardy dans un excellent match. Et d'ailleurs pour moi c'est ça qui est ultra dommage avec Umaga, il était talentueux dans quasiment tous les domaines et il combinait hyper bien avec tous les types de catcheurs, et pourtant malgré tout ça, il est jamais allé bien loin. Alors, on y reviendra à la fin, mais c'est sûr que ces problèmes d'addiction qu'il refusait de soigner n'ont pas aidé, mais ça, à l'époque, je le savais pas, et donc pendant longtemps, j'ai été très déçu de l'utilisation de Umaga. C'est sûr que contre Jeff Hardy, il perd, mais encore une fois, le match est très bon, et même s'il perd à nouveau contre John Cena au mois de juin pour se diriger vers SmackDown, à mes yeux, il y avait encore quelque chose de très cool à faire. Bon, malheureusement, rapidement après son arrivée à SmackDown, Umaga subit une blessure importante qui l'écarte des rings pendant tout le restant de l'année, mais encore une fois, à ce moment précis, rien n'était perdu. Et d'ailleurs, la WWE continue à essayer. À son retour, il commence à reprendre les victoires, toujours contre des catcheurs de bas de carte, certes, mais quand même, et il se lance en plus dans une rivalité avec CM Punk, qu'il va même réussir à battre lors de leur premier affrontement à Judgment Day. Et du coup, là, on pouvait reprendre espoir. La WWE n'avait pas totalement abandonné le projet, et cette arrivée à SmackDown permettait à Umaga de faire un retour aux sources, en plus d'améliorer son personnage. Parce que oui, depuis qu'il est arrivé à la WWE, Umaga n'a jamais vraiment parlé. Enfin, en tout cas, il n'a jamais parlé anglais. Et là, pour la première fois, dans le cadre de sa rivalité avec CM Punk, le Samoan Bulldozer va prendre le micro et s'exprimer, ce qui, mine de rien, aide énormément. Et oui, depuis qu'il avait perdu son manager, c'était difficile pour lui de construire des rivalités. Mais là, non seulement il garde ce côté violent, puisqu'il explose CM Punk avec son Samoan Spike, mais en plus, il montre qu'il peut s'exprimer, et ça ne promettait que du positif pour la suite. Mais bon, malheureusement, cette montée de hype pour Umaga, elle descend très vite, puisque 2 semaines plus tard, il perd son match contre CM Punk, et lors de Extreme Rules, le catcher Straight Edge vient une fois de plus à bout du Samoan Bulldozer dans un très bon strap match, pour marquer le dernier match télévisé de Umaga. Et oui, j'en ai déjà parlé, mais malheureusement à ce moment-là, Umaga n'a toujours pas réussi à résoudre ses problèmes d'addiction aux médicaments et il est donc suspendu une seconde fois pour violation de la politique anti-drogue de l'entreprise. Et puisqu'il refuse en plus d'aller en cure de désintoxication, le catcheur samoan est licencié par l'entreprise. Malheureusement, après son départ, Umaga n'aura que très peu l'occasion de monter à nouveau sur un ring puisqu'il ne combattra que 5 fois entre juillet et novembre 2009, avant son décès tragique le mois suivant. En effet, le 4 décembre 2009, Umaga est retrouvé inconscient par sa femme alors qu'il vient de faire un arrêt cardiaque, et malgré la rapidité des secours, le catcheur ne survivra pas. Umaga perdra alors tragiquement la vie des suites de complications liées à une maladie cardiaque et un usage de drogue fréquent. Il avait seulement 36 ans.
Au moment de sa disparition, il avait apparemment conclu un accord avec la WWE pour faire son retour au Royal Rumble 2010, mais malheureusement, personne ne saura jamais comment sa carrière et sa vie auraient pu tourner sans ses nombreux problèmes de santé. Le Samoan Bulldozer restera tout de même un des catcheurs les plus marquants de l'époque, un homme qui terrifiait les plus jeunes et qui passionnait les plus grands par son agilité et son athlétisme, un lutteur de talent membre d'une des plus grandes familles du catch, et même s'il nous a quittés il y a maintenant près de 15 ans, sa mémoire continue à vivre, notamment au travers de Solo Sikoa et de son fils, Zilla Fatou. Malheureusement, c'est sur une note vraiment triste que se termine cette vidéo, mais j'ai quand même adoré retracer la carrière d'un catcheur qui m'a toujours passionné et dont la disparition en 2009 m'avait vraiment choqué. Donc je compte sur vous pour me donner en commentaire votre avis sur Umaga et sur le potentiel qu'il avait à l'époque, parce que je pense qu'on peut pas nier qu'il était énorme. Et moi sur ce, je vous attends sur tous mes autres réseaux qui sont en description. C'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.